Pour cette nouvelle émission Derrière ta porte, Radio Bandiranera à Paris, nous sommes le mardi 5 février. Nous recevons Guillaume Faye. Guillaume Faye, bonsoir. Salut, bonsoir. Voilà, qui va être donc pendant 2 heures avec nous. On va évoquer son parcours, son actualité et ses projets. Mademoiselle S nous avait annoncé, avait parlé de la délicieuse idylle entre Nicolas et Carla, et puis maintenant c'est fait. On a un clown, quoi. C'est le principe de Péter, c'est-à-dire que c'est un type qui est accédé au rang de président de la République sans manifestement en avoir la stature. Et peu importe l'histoire avec Carla Bruni, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça prouve qu'on est à la tête de la France un adolescent. On a les dirigeants qu'on mérite. Il est à l'image de la société française. Hein. Et donc, je pense que c'est un petit dos, c'est un clown, je dirais. Mais c'est pas très très grave, je pense pas que ce soit ça le plus grave. Le plus grave, c'est le déclin des élites, notamment politiques. Les vraies élites vont vers l'économie, vont vers la banque, vont vers des choses comme ça. J'ai commencé dans les radios libres, donc dès le début des années 80, La Voix du Lézard, puis après Skyrock. Donc au début c'était complètement bénévole, et puis là, j'ai fait beaucoup de canulars téléphoniques. Pour moi, le canular, téléphonique ou pas d'ailleurs, c'était quelque chose qui visait à prouver quelque chose, donc à mettre en porte-à-faux les gens qui étaient bien placés, etc. Après, j'ai eu plusieurs émissions d'ailleurs rémunérées, quotidiennes, où je m'étais à la Skyrock. C'est là où j'ai formé un personnage qui s'appelait Arthur, qui est maintenant devenu une star de la radio. Et c'était une époque où je pensais entrer dans le show business. Et puis finalement, je me suis dit que ça m'emmerdait beaucoup. Enfin, pendant pas mal d'années, donc de 80 à 87 à 90, 91. Donc j'ai eu beaucoup d'émissions de canulars téléphoniques, j'ai piégé tout le monde, de Jacques Chirac à l'abbé Pierre, en passant par tout le monde. Mais avant, j'ai fait beaucoup de bouquins d'idées, etc. J'ai rompu avec ces bouquins d'idées, donc j'ai des bouquins d'idées de 80 à 85, 6. J'étais au Grèce, donc. J'ai quitté le milieu... pendant cette même période, tu écrivais en même temps? J'ai écrit de 80 à 85, 6, j'ai écrit une dizaine de bouquins, après, j'ai décidé d'entrer dans le show business et de faire des canulars téléphoniques à Skyrock et dans beaucoup d'autres radios. Après, j'ai fait des canulars écrits dans l'Écho des Savanes, beaucoup, à Paris Match, à VSD, etc. J'ai beaucoup travaillé là dans ce domaine-là. J'ai piégé à peu près tout le show business, toute la politique, etc. Et même à la télé, j'ai bossé à France 2, j'ai fait beaucoup d'impostures à la télé, L'Homme enceinte, etc. Et puis, ça m'a rapidement fait chier, ça m'a rapidement emmerdé, et je suis, à partir de l'année 98, j'ai dit que j'ai claqué la porte au nez de tous ces gens-là, en disant que je les ai bien piégés d'ailleurs, parce qu'ils ont découvert quelles étaient mes véritables idées. Et donc après, je suis revenu aux idées, quoi. Je suis revenu à écrire des bouquins, à faire des conférences, etc., quoi. À partir de 98, 99, avec mon bouquin L'archéofuturisme, qui allait être traduit en plusieurs langues. Et maintenant, je continue à faire des livres, je continue à faire des conférences. Je travaille beaucoup avec les États-Unis, la Russie, etc. J'ai fait une bande dessinée avec Char, mais qui était beaucoup plus drôle, c'est Chirac contre les fachos, qui est une charge contre Sarkozy. Mais c'est autre chose, mais ça, je vais transcrire en roman. Plutôt, je suis en train de travailler sur le roman. Là, mon dernier bouquin sur les questions juives est le dernier bouquin d'idées que je fais, enfin, c'est l'avant-dernier, j'en ferai un autre, j'en parlerai tout à l'heure. Mais après, je vais me remettre à la littérature, vraiment à la création romanesque, à la création de science-fiction. Tu peux préciser un petit peu justement ton regard par rapport à l'univers des écrivains, des philosophes politiques. Si on fait un panorama global de l'intelligentsia occidentale aujourd'hui, on s'aperçoit, surtout en Europe, moins aux États-Unis, moins en Russie, que les gens ne parlent que de choses secondaires. C'est-à-dire que même s'ils sont intelligents, même s'ils ont des choses à dire, l'essentiel n'est pas abordé. On a vraiment une impression extraordinaire, on ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est très simple. C'est tellement évident que les historiens de l'an 3000 ne s'en apercevront de manière évidente, immédiate. C'est la substitution ethnique, culturelle, globale des peuples européens par un autre peuple ou par d'autres peuples. Qui est un phénomène massif, majeur. C'est un phénomène majeur. Il suffit de descendre dans la rue pour le constater. L'Europe n'est plus dans l'Europe, la France n'est plus dans la France. Ça, c'est un phénomène absolument majeur. Et le deuxième phénomène tout à fait global, qui est un truc extrêmement intéressant, c'est le déclin total des arts. Que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans la littérature, etc. On vit dans une espèce de déclin total des arts, mais en même temps, on a toujours une très grande puissance technologique. Il y a toujours des gens très créatifs, etc., mais ils ne sont plus dans le système. Et on vit un système néo-totalitaire, totalement néo-totalitaire. Le problème central, qui est l'effondrement de notre civilisation,
d'un point de vue à la fois ethnique, démographique, c'est très important, démographique, mental, artistique, esthétique, culturel, et religieux, de l'éducation et religieux. Mais alors à quoi tu imputes cette chute démographique, cette subversion? Tout se passe comme si même les jeunes combattants, nous entrions dans une sorte de décadence qui va aussi de vieillissement, je dirais, de perte de substance, qui va dans le sens aussi de la dévirilisation globale, de ce que j'ai appelé dans plusieurs de mes livres l'ethnomasochisme, la haine de soi, la honte de sa propre race, toutes les lois qui sont faites contre nous. Et il y a une deuxième cause qui est peut-être, mais j'ai pas la science infuse, qui est peut-être le poison, je veux dire, je veux pas critiquer les chrétiens, je suis l'aide des jésuites, hein, le poison de la morale humanitaire chrétienne. Mais troisième chose, je suis toujours optimiste, je dis que tout peut renaître, et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et que rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais acquis, et que tout peut renaître, et qu'il faut toujours faire en sorte que tout peut renaître. Et même à partir de rien, tout peut renaître. Là, mais tu parles justement du cycle, donc on est dans la vieillesse, après ça veut dire quoi? Ça veut dire la disparition totale? Ou non, il y a automatiquement une renaissance, mais cette renaissance, comme je l'ai dit, elle passe par le chaos, comme je dis dans beaucoup de mes livres, elle passe par un chaos, elle passe par une espèce d'effondrement, un chaos et une espèce de renaissance. Et c'est pour ça que j'ai ce concept d'archéofuturisme, qui est de dire, c'est le futur sera forcément quelque chose qui reprendra les vieux concepts archaïques. Mais attention, il y a vraiment une question d'un éditeur tout à l'heure, de quelqu'un qui a écrit sur Internet, c'est pas pour ça qu'on doit reprendre les valeurs de l'islam, qui effectivement, pour certaines, sont très très positives, mais c'est pas pour ça qu'il faut les reprendre. C'est un peu le discours d'Alain Soral. Oui, mais enfin, Alain Soral est un ex-marxiste charlot, qui a contribué à l'effondrement du Front National par des thèses complètement délirantes, qui est pas sérieux du tout, je veux dire, la bulle est en train de crever, d'ailleurs. La bulle crève, il admire les beurs pour leur virilité. Enfin, moi, je vais pas chercher les recettes chez les autres. Moi, je cherche les recettes chez moi, dans mon propre peuple. On n'a pas à chercher la virilité et les ressources chez les autres. Surtout quand on en a en stock, enfin chez les Européens, le peuple, les mots guerriers, les mots, le concept de virilité, on a tout à disposition. Lisons l'Iliade et ne lisons pas le Coran, je veux dire, attention. Et en plus, dans l'Iliade, il y avait une chose très importante, dans la tradition européenne, il y avait le respect des femmes, même s'il y avait des valeurs guerrières, il y avait le respect des femmes, il y avait c'est très important, c'est capital, l'égalité de l'homme et de la femme, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la civilisation européenne. Alors que c'est totalement absent de l'islam, ça, totalement absent de... les figures féminines ont marqué... complètement, oui. Et même le christianisme. Ça, et puis ne serait-ce que le nom Europe. J'ai été condamné parce que j'ai dit ce que je pensais de l'islam, bon. Mais je veux pas revenir. Pour moi, c'est l'ennemi absolu, de toute façon. Pour moi, c'est l'ennemi absolu parce qu'il m'envahit. Qui reste chez lui, j'en ai absolument rien à faire. C'est l'islam ou l'immigration? C'est l'immigration sous la bannière de l'islam. C'est les deux. Il y a à la fois une immigration économique, il y a un mélange des deux. Il y a une chose extraordinaire, on dit l'immigration, on n'y peut rien, l'immigration, on n'y peut rien, puisqu'on est obligé de les accueillir, etc. Moi je dis, et le Japon, qui a la même situation démographique que nous, exactement la même situation économique, l'immigration n'est pas économique, il n'y a pas un immigré au Japon, d'un immigré clandestin, t'as droit à rien. Donc ça vient pas du tout de la situation économique. Quand on dit l'immigration est un phénomène qui est dû, on a besoin des travailleurs immigrés, etc. Non, c'est à chaque fois des choix. C'est un choix, c'est les droits de l'homme, ça. On les aime, on les aide. Regroupement familial, faux réfugiés, faux étudiants, et etc. Voilà, c'est ça l'immigration. Et en plus, se greffe là sur ce mouvement, qui au départ était strictement économique. En Europe, tout est possible, vous êtes payé. L'aide médicale d'État est donnée actuellement gratuitement à n'importe quel clandestin qui est mieux soigné qu'un Français de souche, qui est en fin de droit, RMI qui est en fin de droit chômage. Il faut le savoir, ça, c'est hallucinant. Et ça se sait dans le monde entier. Et là-dessus, sur ce truc aberrant, ethnomasochiste, l'islam s'est greffé en disant, voici le gouffre, voici l'appel d'air où on peut entrer pour envahir l'Occident, pour envahir l'Europe, et pour instaurer le califat universel, comme ça s'est passé depuis le 7e siècle, tout mon concept d'archéofuturisme, le futur sera d'accord avec l'archaïsme. Charles Martel, ça continue. Ils prennent leur revanche sur le... Ils prennent leur revanche, évidemment. Et moi, je ne l'ai pas du tout, je ne l'ai pas. Et j'ai eu des discussions avec des musulmans. J'étais invité chez des musulmans, où je leur ai dit en face ce que je pensais. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Heureusement que tous les Européens ne sont pas comme vous, ils n'ont pas conscience de ce que nous sommes. Et je leur ai dit, mais je ne vous hais pas, je vous combats. Vous m'envahissez, vous avez raison, c'est dans votre livre saint. Et moi, dans mon livre saint, il y a aussi, on se défend contre l'agression de l'autre, la question de haine. Nos pires ennemis, c'est finalement chez nous. Ce sont les ethnomasochistes, ce sont les dévirilistes. Les collabos. On peut les appeler les collabos, finalement. On peut les appeler les collabos.